C'est cash, c'est or en cash. Or en cash, achète cash. Choisir Grana Padano, c'est embrasser les valeurs italiennes qui le rendent unique. Grana Padano vous souhaite de joyeuses fêtes. Grana Padano, une émotion italienne. La force des origines. Terre d'Hermès. Les KGB recrutent des agents. Arme blanche 100%. Tir de précision. Votre profil nous intéresse. Comment vous vous appelez? Anne. 11e étage. Tu as 5 minutes. Tapez 1, vous expédiez aux frais. Tapez 2, vous bossez pour nous et restez en vie. Je sais que les Américains sont venus vers toi. Si tu fais ce que je dis à la lettre, ce que je sais ne sort pas de cette voiture. Anna, ce soir à 21h10 dans Ciné Dimanche sur TF1 et en streaming sur TF1+. Ce film est proposé en audio description. C'est si facile de passer une bonne soirée devant votre film avec l'ID3 100% électrique de Volkswagen. Votre film avec Nina, l'eau de toilette et Nina Illusion, le nouveau parfum de Nina Ricci. Automoto avec AutoFirst. AutoFirst, le réseau de garage de proximité pour l'entretien et la réparation de votre véhicule. On a bien fait de s'arrêter. Automoto, avec les aires de recharge électrique Total Énergie, premier réseau de France sur autoroute. De retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour notre grand match, l'un des plus attendus de l'année, entre la R5, la Fiat 500 et la Mini. Et vous l'avez vu en première partie d'émission, un match remporté haut la main par cette toute nouvelle Renault 5. Allez, on passe tout de suite à un nouvel épisode de notre série consacrée au phénomène Youngtimer. Vous savez, ces jeunes voitures anciennes. Et on va s'intéresser cette semaine à une voiture qui, elle aussi, a connu plusieurs vies, plusieurs générations. Il s'agit de l'Alfa Romeo GTV dans sa version années 90. Des lignes sublimées par Pininfarina avec à l'intérieur, mesdames et messieurs, le fabuleux V6 Alfa Romeo. Alors cette GTV peut-elle devenir un collector incontournable? Réponse avec Nicolas Schumacher. Avec son look de concept car signé du carrossier italien Pininfarina, ses projecteurs, ses feux avant-gardistes et son célèbre moteur V6, les Alfa GTV et Speeder type 916 ont à première vue tous les ingrédients de l'italienne à collectionner d'urgence. Mais alors, peut-on vraiment craquer les yeux fermés sur cette belle Alfa Romeo encore accessible? Ou faut-il au contraire s'en méfier? François Xavier, dès qu'Alfa Romeo sort un modèle, c'est toujours l'événement et en plus très attendu là. Voilà, effectivement, c'était très attendu parce que ça faisait 8 ans que le GTV type 116 avait quitté le catalogue, donc à la fin de l'année 86. Et là, on se retrouve en 94 pour la sortie de ce nouveau GTV et de son dérivé Speeder. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 86, Fiat a racheté Alfa Romeo. Le design de cette voiture était déjà figé en 1987, alors elle n'était pas prête à être commercialisée. Donc ils ont donné la priorité au Fiat Coupé par rapport à l'Alfa Romeo. Et donc elle est sortie un an après le Fiat Coupé. Il faut dire qu'à l'époque, Alfa Romeo peine à séduire sa communauté. Au catalogue, il y a bien sûr les 145 et 146, mais aussi les controversées 155 et 164, déjà bien vieillissantes. Alors avec son coupé 2+2, la marque au trèfle compte conjurer le sort en s'offrant les services du prolifique Pininfarina. Et les alfistes, est-ce qu'ils ont dit « Ma che bella » ? Ah, ça, ils l'ont dit. Ils ont été évidemment déçus parce que la voiture repose sur une plateforme largement modifiée de Fiat Tipo, que la compacte de Fiat qui est sortie en 88. Qui fait pas rêver. Ça fait pas vraiment rêver. C'est une traction avant. Jusqu'ici, les alfistes étaient habitués à des propulsions. Donc là, on dit une traction avant. Vous êtes gentil, mais c'est tout. C'est antisportif. Maintenant, le style et les moteurs, ça rachète tout. Et ils ont évidemment fini par pardonner. D'ailleurs, cette GTV pour Gran Turismo Veloce propose un large choix de motorisation avec des mécaniques brillantes comme le 4 cylindres Twin Spark ou le fameux V6 Busso.
qui permet d'ajouter le son à l'image, celle d'un dessin très original. Et franchement, dans cette version découvrable, on voit tout l'intérêt de la voiture. Regardez ces lignes acérées, avec à l'arrière cette barre de feu, et puis à l'avant, ces optiques circulaires, mais au final, c'est juste une découpe qui a été faite dans le capot. Et ça, ce coup de crayon, on le doit à Enrico Fumia, qui officiait pour le compte du carrossier Pininfarina. Joli coup de chapeau, c'est un bon petit bluff à l'italienne. Et pourtant, la GTV a bien failli ne pas voir le jour avec ses lignes, car le carrossier italien a repris les codes stylistiques du concept Quartz qu'il avait lui-même développé en 1980 en vain pour l'allemand Audi. Tant mieux pour Alfa Romeo qui a profité quelques années plus tard de cette arrière coda tronca, littéralement queue tronquée dont les Italiens ont le secret. Et enfin, l'intérieur, on a ce côté latin qu'on adore, le volant 3 branches, le côté sportif avec la commande centrale et le pommeau de vitesse marqué Alfa Romeo et bien sûr une capote électrique, si ça c'est pas magique. Une capote électrique de série selon les finitions et les phases, 3 au total jusqu'en 2004. Mais alors, tout ça est-il suffisant pour céder à la tentation aujourd'hui? Son prix peut vous convaincre, 5 000 € pour l'entrée de gamme et jusqu'à 23 000 € pour une version speeder dotée du V6 Busso. Ce qu'il ne faut jamais oublier sur ce genre de voiture, c'est qu'aujourd'hui vous les payez 5 000 €, mais à l'époque c'était des voitures qui s'achetaient le prix d'une berline haut de gamme. On a vite fait de remettre 2 000, 3 000, 4 000 € dans une voiture qu'on a payé peut-être 5 000, juste pour la remettre à niveau en termes d'entretien. C'est devenu un vrai collector aujourd'hui. Aujourd'hui c'est devenu un vrai collector et surtout elle fête ses 30 ans cette année, donc elle va rentrer de plein droit dans le monde de la voiture de collection. Oui. Si on devait en choisir qu'une? Si c'était moi qui devais choisir, je prendrais un GTV 6, 3 litres, 24 soupapes, phase 2 avec l'option toit ouvrant. Bon, ça c'était le conseil de François Xavier. En 10 ans de carrière, un peu plus de 41 000 GTV et 39 000 speeders ont été écoulés, dont seulement 1905 en France. Vous l'aurez compris, cette GTV coche les cases du futur collector. C'est à coup sûr un très bon rapport qualité-prix-performance, un youngtimer plaisir à consommer sans modération. Allez, tout de suite, on passe à l'essai de la semaine avec la toute nouvelle génération de l'Audi A6, une grande routière proposée en break et en berline. Alors jusqu'ici, tout va bien, sauf que cette nouvelle génération est 100% électrique. Et en général, grande distance plus électricité, ça fait pas toujours bon ménage. Sauf que cette nouvelle A6 annonce près de 750 km d'autonomie. Alors, le problème est-il enfin résolu avec cette nouvelle A6? Réponse avec Jérôme Champ. Si vous en avez marre des SUV, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. Les berlines sont de retour. Parce qu'avec les voitures électriques, l'autonomie devient le critère le plus important aux yeux des clients. Et une berline sera toujours meilleure qu'un SUV sur ce plan. Elle est plus basse, donc plus aérodynamique. Eh bien voici l'Audi la plus aérodynamique de l'histoire, un CX de 0,21. C'est un chiffre exceptionnel qui permet à cette nouvelle A6 100% électrique d'offrir plus de 750 km d'autonomie. C'est la 3e meilleure autonomie au monde. Alors, en France, les clients préfèrent dans leur grande majorité la version break, qu'on appelle avant chez Audi. Eh bien cette version break, c'est tout simplement la meilleure de sa catégorie électrique. Un break champion du monde puisqu'il parcourt jusqu'à 713 km sans recharger. Aucun autre break ni aucun SUV n'y parvient pour l'instant. Lui aussi préserve un CX record de 0,24. L'inclinaison du montant C, si spécifique au modèle, y est sûrement pour quelque chose. Le nouvel A6 Avant devient-il alors la meilleure familiale électrique? Son coffre de 500 litres est assez banal pour une aussi grande voiture, même si on peut y ajouter 27 litres sous le capot avant, plusieurs SUV modernes font mieux. Heureusement, en bonne électrique pure, son espace à l'arrière est accueillant grâce à l'empattement de presque 3 mètres. Une A6 se doit d'être confortable. Notre modèle d'essai disposait de l'option suspension pneumatique. C'est le plus moelleux, le plus efficace pour effacer les pavés et les dos d'âne en ville. En revanche, si on reste en ville,
les dimensions sont imposantes, hein, 4,93 m, presque 5 mètres. Et là, le diamètre de braquage est trop grand, beaucoup trop grand. Dommage que la 6 ne dispose pas de l'option 4 roues directrices dont dispose le Porsche Taycan, hein, avec la même plateforme. On va voir comment elle se débrouille sur les petites routes de Tenerife, celles qui montent au volcan. À noter que la 6 de base est désormais une propulsion en électrique. Après 5 décennies de traction ou de quattro, la 6 se rapproche de Mercedes et BMW. C'est mieux pour l'autonomie. Attention, la 6 tutoie désormais 2300 kg, en partie à cause de son énorme batterie. Mais l'exploit, c'est qu'on le ressent peu au volant. La voiture est dynamique, elle enchaîne les courbes serrées sans difficulté. La suspension pneumatique fait merveille. Là aussi, dommage qu'il manque les 4 roues directrices pour rendre la voiture encore plus agile. Et les performances sont largement suffisantes pour une familiale. 367 chevaux, ça fait le 0 à 100 en 5 secondes 4. Une Golf GTI est enfumée, enfin sans fumée, hein. Bon, d'un autre côté, accélérer aussi fort, c'est pas forcément le meilleur moyen de prolonger l'autonomie. Ouais. On peut s'amuser un peu, non? Heureusement, la récupération d'énergie est particulièrement efficace, avec les palettes au volant et une position one pedal qui permet de se passer du vrai frein dans 95% des cas. Il y a même un mode de conduite Efficiency qui abaisse la suspension de 2 cm pour améliorer encore l'aérodynamique. Quelques exemples de l'importance de l'aéro pour une électrique. La calandre qui se ferme automatiquement, c'est 12 km d'autonomie en plus. Des rétroviseurs caméra à la place des rétros classiques, 7 km gagnés. Un fond plat, des dizaines de kilomètres en plus. Tous ces détails, entre autres, permettent d'atteindre 713 km dans le meilleur des cas. Mais attention, si vous choisissez ces grandes roues de 21 pouces à la place des 19 pouces de base, vous perdez 50 km d'autonomie. Quand on achète une voiture électrique, il faut toujours avoir en tête que ce qu'on rajoute comme équipement, qui peut être plus joli, eh ben ça fait perdre souvent de l'autonomie. À l'intérieur, la qualité de fabrication Audi est bien là. Les matériaux sont haut de gamme, l'assemblage est précis et ces écrans multiples, on est vraiment loin d'une Tesla. Et certaines des technologies de la 6 n'existent pas chez Tesla. Les rétroviseurs caméra, le toit vitré opacifiant, l'affichage tête haute en réalité augmentée. Et Audi propose aussi un système unique sur le marché, la personnalisation des phares. Le constructeur a toute une histoire avec les feux, c'est sa marque de fabrique. Et ça va cette fois-ci jusqu'au logo des 4 anneaux illuminés en rouge. Un petit côté paillette, nouveau chez Audi. Ce qui ne change pas, c'est le prix élevé. Notre A6 Performance S-Line dépasse 100 000 € avec ses options. Elle débute à 68 000 € en break propulsion et 86 000 € en version quattro. Alors c'est beaucoup, et pourtant c'est 7 000 € moins cher qu'une Tesla Model S directement comparable. Une Audi mieux finie, à l'image plus haut de gamme, avec une autonomie similaire au sommet de la catégorie et une recharge ultra rapide. Tout ça dans une version à vente plus séduisante en Europe. Oui, avec l'électrique, les berlines sont de retour. Et le break de référence aussi. Allez, on passe tout de suite au grand format de la semaine et on va fêter un anniversaire, celui des 100 ans du circuit de Montlhéry, rendu célèbre par son anneau de vitesse, bien sûr, consacré par Claude Lelouch dans le film Un homme, une femme. C'est un endroit de record, de vitesse, de course, de passion, auto et moto. Regardez. Les grandes histoires automobiles débutent souvent par des histoires d'hommes. Celle-ci remonte à 1924 quand Alexandre Lamblin, riche industriel qui a fait fortune dans les radiateurs d'avion, se lance un défi fou, construire le plus beau circuit du monde à seulement 30 km de Paris. La France, n'ayant pas d'autodrome, au contraire des États-Unis avec Indianapolis, de l'Italie avec Monza et de l'Angleterre avec Brooklands, il en fallait un pour les constructeurs qui trouvaient que la sécurité n'était pas suffisante pour établir des records. Il va rester 450 hectares de terrain à l'époque et il va créer l'autodrome de Linas Montlhéry.
Théâtre des plus grands records d'endurance de la planète, d'exploits durant les nombreux grands prix auto et moto comme les 1000 km de Paris ou le Bol d'Or, référence incontestée dans le domaine des technologies et de la sécurité pour les constructeurs, plongé dans une épopée hors du commun entre des mesures architecturales. Est-ce que c'est parce qu'on l'appelle la cathédrale de béton qui a un côté mystique? Ça, je n'en sais rien. Et légende à 2 et 4 roues. Voici l'incroyable histoire du dernier autodrome encore en activité de la planète. Depuis sa création, l'autodrome imaginé par Alexandre Lamblin a eu 1001 vies. Mais il a d'abord failli ne pas voir le jour. On le considérait comme un charlot. Les gens attendaient malheureusement qu'il se plante. Il y avait trop de paramètres qui n'étaient pas bons. Et pourtant, 100 ans plus tard, l'anneau est toujours là. D'ailleurs, cette année, l'actuel propriétaire fête son anniversaire et a vu les choses en grand. Plus de 200 voitures et 120 motos emblématiques sur la piste. Parmi elles, des légendes qui ont battu des records, comme cette Peugeot 301 ou cette Voisin Speed Record de 210 chevaux. Cette voiture a roulé pendant 28 heures. On parle de 1927, 28 heures avec un moteur, 3 pilotes, sans jamais s'arrêter, c'est quand même un bel exemple de robustesse. Effectuer des records et permettre de démontrer qu'une voiture avait une capacité de répondre à ce qui était meilleur au monde, ça relançait une marque. Il faut se rappeler quand même qu'en 1925-1930, des marques automobiles en France qui étaient diffusées, il y en avait 120. Mais la vraie star du jour, c'est cette Citroën Rosalie de 1931. C'est une émotion extraordinaire que de se retrouver ici avec Vincent au volant de sa fameuse Citroën Rosalie, 8 chevaux, une voiture similaire à celle qui a établi un record en 1930. Figurez-vous que cette Citroën va parcourir 300 000 km en 4 mois et demi à la vitesse moyenne de 93 km/h. Un exploit parmi les 1800 records qui vont tomber entre 1925 et 1939. L'autodrome va donc se transformer en un véritable outil de communication pour les constructeurs européens. Il le faisait juste avant le salon de l'automobile, ce qui permettait de mettre la voiture toute maculée de poussière sur le stand avec les gros autocollants record 100 000 km. Et à côté, il y avait les commerciaux avec les bons de commande qui vendaient les voitures. On n'achetait pas n'importe quoi, monsieur. On achetait une voiture qui a tourné 100 000 km à Montlhéry. C'était pas rien. Une petite victoire pour son fondateur, Alexandre Lamblin, qui a misé gros sur ce projet pharaonique. On parle de 5 millions de francs de l'époque et seulement 6 mois de travaux. 1000 tonnes de métal et 8000 mètres cubes de béton ont été utilisés pour fabriquer l'autodrome. Imaginez, 2000 ouvriers sont embauchés pour construire cette piste de 2,5 km, haute de 12 mètres et large de 22 mètres. Alors il est très impressionnant évidemment de se retrouver à pied sur cet autodrome. L'inclinaison est à 49%, si bien que on ne peut même pas monter à pied tout en haut. Malgré des bolides lancés à plus de 200 km/h au sommet de l'anneau et les drames qui ont marqué l'endroit, l'impressionnante tribune de 10 000 spectateurs n'affiche pas complet. En effet, l'accès difficile au site et les épreuves répétitives sur un autodrome démotivent les passionnés. Lamblin décide alors de s'aligner face aux grandes épreuves d'endurance en ajoutant un tracé routier de 12 km. Ruiné, le visionnaire meurt en 1933 sans connaître les heures glorieuses de son circuit. Car après la guerre, l'autodrome connaît un second souffle grâce à l'impulsion de son nouvel acquéreur. Il a été sauvé dans les années 50 grâce à un groupement de constructeurs qui est l'UTAC et qui existe toujours. Et si des voitures tournent toujours sur cet autodrome, c'est un peu grâce à eux. Le lieu devient un site d'expérimentation et de sécurité pour les constructeurs. En parallèle, un autre événement va contribuer à l'excellence du circuit, les 1000 km de Paris. Une épreuve d'endurance qui a permis à des marques tricolores de sortir de l'ombre, comme Venturi et sa supercar, la 600 LM. C'était quand même exceptionnel d'arriver
a gagné avec une Venturi qui sortait d'usine et qui n'avait jamais roulé. Bon, la chance que j'ai eue aussi, c'est que je suis parti avec Harry Pescarolo. Au bout d'une heure et demie, on avait pris la tête et on ne l'a jamais lâché. D'autres stars ont elles aussi marqué les esprits et le cinéma, notamment grâce à Claude Lelouch et son film Un homme et une femme, où apparaît la Ford Mustang, mais aussi la mythique Ford GT40, équipée d'un V8 de 430 chevaux. Un des exemplaires était présent sur l'événement, alors on ne résiste pas à l'envie de vous amener à bord. On fait revivre l'histoire. Quelle puissance! Quelle tenue de route! Ah ouais, ça envoie là! La moto, elle aussi, a fait la part belle à l'autodrome grâce notamment à la dynastie des Monneray, une famille de champions qui a battu plusieurs records. Des énormes souvenirs quand j'avais 12 ans, le record avec le Polo 104. Les records où j'ai vu mon père avec cette moto les battre en 69, je regardais, j'avais le chrono. Le véritable enfant de Montlhéry, c'est vous! J'ai peut-être été fait à Montlhéry d'ailleurs. Hein? Allons, savoir. Alors pour fêter le centenaire de l'anneau, Philippe Monneray chevauche de nouveau sa Yamaha avec laquelle il a gagné les 24 heures du Mans moto en 1991. Grâce à ce centenaire, l'autodrome renaît de ses cendres, une résurrection bénie par le public, venu en masse ce week-end. Aujourd'hui, quand on a roulé, qu'on est là, c'est fantastique. Tu penses à l'histoire qui s'est passée ici. 100 ans après la construction, l'anneau est toujours vivant. La longueur du circuit dans le routier est carrément, c'est ahurissant, c'est magnifique. Ouais. Depuis la fin des 1000 km de Paris en 1995, plus aucune course officielle ne se déroule sur le circuit. Mais Montlhéry perpétue tout de même les volontés de son créateur et reste, grâce à l'UTAC, en haut de l'affiche, avec des événements ultra populaires pour tous les passionnés d'automobile. Allez, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Téléfoot et Grégoire Margoton. Téléfoot, le magazine officiel du dimanche matin de la Ligue 1. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine dans Automoto. Portez-vous bien. Ciao. C'était Automoto avec AutoFirst. AutoFirst, le réseau de garage de proximité pour l'entretien et la réparation de votre véhicule. On a bien fait de s'arrêter.